Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 h. Bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 28 avril, les associations toulousaines tirent la sonnette d'alarme. Certains sans-abri seraient en danger de mort à Toulouse. On fait le point dans cette édition. Utiliser son téléphone portable au cinéma, c'est désormais possible, non pas pour texter ou passer un appel, mais pour télécharger l'application Toivox. Explication dans un instant. Enfin, en ce début de vacances de Pâques, coup de projecteur sur la Cité de l'Espace qui propose un éventail d'activités pour les astronautes et astronomes en herbe. On en parle avec mon invité. Il s'agit de Jean-Baptiste Dubois, le directeur de la Cité de l'Espace. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir. Il y a danger de mort à la rue, c'est en ces termes que le collectif Interassociation de Toulouse vient d'alerter la ministre du Logement, Sylvia Pinel. La fermeture de places d'hébergement d'urgence à la fin de la trêve hivernale a mis des centaines de personnes à la rue dans la Ville Rose. Où en est-on aujourd'hui? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Marlène Canal et Alain Sorat. Au Quai Saint-Pierre, ils sont 150, essentiellement des familles, à habiter dans ces locaux désaffectés de la ville de Toulouse. Depuis un an maintenant, l'immeuble a été réquisitionné par le collectif SDF et le GPS, Groupement de défense du travail social, qui ont décidé de créer le C10. Le C10, justement, veut défendre un certain nombre de projets parce qu'il faut bien comprendre que les personnes à la rue ont des profils très différents. C'est des situations très variées et les gens n'ont pas besoin des mêmes choses. Entre quelqu'un qui a vécu 15 ans à la rue et une famille qui vient de se retrouver à la rue, les besoins ne sont pas du tout les mêmes. On les aide aussi à savoir où est-ce qu'ils peuvent s'adresser pour avancer dans leur démarche administrative. On les aide aussi à trouver du travail. On les aide par exemple à faire leur CV, à rechercher des emplois. En un an, on a vraiment réussi à se professionnaliser, on va dire. Et puis maintenant, tous les enfants vont à l'école. Ils commencent à être beaucoup plus autonomes au niveau de la nourriture, au niveau de la santé. Voilà. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'est pas subventionné. Et voilà. Tous, comme Nasser Eddine, ont atterri ici faute de toit sur la tête à un moment de leur vie. À 45 ans, cela faisait 10 ans qu'ils vivaient de squat en squat dans les rues de Toulouse. Ça, c'est un point de départ. Ouais, c'est un point de départ et c'est bien. Maintenant, ça commence à bouger. C'est pas comme avant. Avant, j'étais en colère, j'ai pas de papier, j'ai pas ça. Maintenant, j'ai le papier, j'ai ça. Je commence à chercher le boulot, je travaille, et voilà. Ils m'appellent la nuit, je vais les déplacer, sans faute, sans rien, ben voilà. Pour le collectif Interassociation, si ce type de lieu existe, c'est bien pour pallier le manque chronique de places propres à la ville de Toulouse. Selon eux, il manquerait 600 places pour être dans la moyenne nationale. Et aujourd'hui, la situation est plus critique que jamais avec la fermeture des 300 places supplémentaires d'hébergement ouvertes pour l'hiver. Effectivement, on fait un appel auprès de la ministre Sylvia Pinel du Logement parce qu'il n'y a plus d'argent même pour payer des nuitées d'hôtel. C'est vraiment au compte-gouttes sur des situations vraiment catastrophiques. Donc il faut absolument qu'il y ait une rallonge budgétaire qui permette que ces places réouvrent ou ne ferment pas. C'est vraiment le minimum par rapport à la situation. La préfecture de son côté constate une demande forte, en augmentation constante. Elle assure créer une offre supplémentaire. Elle estime le manque de places à une centaine et s'inscrit dans une démarche d'étude avec les collectivités et les associations. Je ne dis pas qu'il y a suffisamment de places. C'est un travail que nous avons en commun et qui le déterminera. Je dis simplement qu'il nous faut raisonner de façon beaucoup plus précise en ayant une meilleure évaluation des besoins réels et du type de besoin pour pouvoir mieux y répondre. On ne peut pas simplement raisonner en volume de personnes tout confondues, qu'il faut être plus précis que cela. De même, le nombre de nuitées d'hôtel a un peu baissé, la préfecture estimant que ceci doit rester la solution d'urgence. Les habitants du Quai Saint-Pierre, eux, espèrent beaucoup du dialogue qui pourra s'instaurer avec le nouveau maire de Toulouse. En bref, les personnels de réanimation du service de neurochirurgie du nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet seront en grève illimitée à partir de demain mardi. Ils dénoncent notamment un sous-effectif et des dégradations de leurs conditions de travail. Selon la direction du CHU, il n'y aura aucune incidence sur le fonctionnement du service. Sujet complet dans notre édition de demain. Coup de projecteur à présent sur une application destinée aux malvoyants et aux malentendants. Toivox, c'est son nom, permet de mieux suivre les films au cinéma grâce à un système qui adapte le volume et les fréquences sonores à la capacité auditive de chacun et qui offre également l'audio description. Toulouse est ville pilote pour tester cette application dans les salles obscures. Explication Marianne Ribault et Nathalie Wittezac.
Pour une fois, il est autorisé d'allumer son téléphone portable pendant la séance. Relié au Wi-Fi de la salle, il permet d'accéder à l'audio-description du film grâce à l'application Toivox. M'est venue l'idée de créer un système très simple sur la base de l'utilisation de smartphones. Et grâce à ce smartphone, on télécharge l'application Toivox et on y connecte un casque. Et ainsi, nous avons le son direct dans l'oreille. Le dispositif fonctionne en fait avec un système un capteur en fait qui se met entre le serveur du cinéma et le processeur. On capte les signaux audio que l'on renvoie en fait après en Wi-Fi sur les smartphones qui sont en salle. En cours d'expérimentation, ce dispositif destiné aux malvoyants et malentendants reste complexe et sa compréhension difficile. Il va falloir quand même que la procédure soit plus simplifiée parce que là, apparemment, déjà il faut chercher le Wi-Fi, il faut chercher l'application. Ça m'a l'air un petit peu compliqué au départ, quoi. Cependant, les spectateurs apprécient cette nouvelle technologie. Oui, je suis très à l'aise. Oui, c'était très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas gênant du tout. Je pense que c'est un bon support qui aide. Ça m'a aidé d'une part à comprendre le film, à pouvoir capter le visuel et ainsi pouvoir après en parler avec mes collègues, l'appréciation des jeux d'acteurs, des scènes, etc. Prochainement, le cinéma Gaumont proposera aux utilisateurs des lunettes avec sous-titres intégrés qui compléteront ce dispositif. Politique à présent, avec un peu moins d'un mois des élections européennes, la composition de la liste des 20 candidats UDI Modem pour l'euro-circonscription du Sud-Ouest. 3 têtes de liste, Robert Rochefort, député européen Modem, Muriel Boulmier, adjointe au maire d'Agen, UDI, et Jean Iglésis, avocat et président de l'UDI 31. À noter que 8 candidats sont issus de la région Midi-Pyrénées et 3 de Haute-Garonne, Jean Iglésis donc, mais aussi Marc Marty, l'adjointe Modem au maire de Toulouse, et puis Jean-Luc Rivière, conseiller régional UDI et conseiller municipal de Casères. Stage de sport, séjour à la ferme ou en famille, les parents sont toujours à l'affût des bons plans pour occuper leurs enfants pendant les vacances scolaires. Pour les scientifiques en herbe, les passionnés d'espace et d'aéronautique, le rendez-vous incontournable à Toulouse, c'est la Cité de l'Espace qui, ça tombe bien, a inauguré pour ses vacances de Pâques de nouvelles attractions ou activités plus précisément. On en parle avec l'invité de ce soir. Il s'agit de Jean-Baptiste Desbois, directeur de la Cité de l'Espace. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. 350 000 € investis dans cette nouvelle coupole et son télescope professionnel pour admirer notamment les détails de la Lune. Ça manquait vraiment à la Cité de l'Espace? Oui, un détail de la Lune et du Soleil. Et du Soleil, bien sûr, c'est important. Oui, ça manquait à la Cité de l'Espace parce que la Cité, quand on dit l'espace, 2 grandes branches, le spatial, comment va-t-on dans l'espace, pourquoi, qui faire, qui découvrir, etc. Ça, c'est la dimension donc du spatial. Et puis la dimension de l'astronomie, c'est l'univers, le découvrir, le comprendre, le regarder. Et sur la branche astronomie, à la Cité de l'Espace, nous montrions l'astronomie, nous l'expliquions, mais il manquait un élément de découverte par le public, par lui-même, de l'astronomie, c'est-à-dire mettre tout simplement l'œil derrière un oculaire de télescope ou d'une lunette tout au long de l'année, toute l'année, en journée, puisqu'on pense souvent astronomie égale nuit, soirée et nuit. Dans la journée, la plus simple des choses que l'on peut voir, c'est le Soleil, notre étoile. La Lune, effectivement, également un peu le planétaire, ce qu'on appelle le planétaire, donc Jupiter, Saturne, Mars, Vénus, etc. Et puis un petit peu de ciel profond, c'est-à-dire d'étoiles, d'amas de galaxies et autres. Donc dans la journée. On vient de le voir à l'image, il s'agit de matériel hyper sophistiqué, professionnel, hyper fragile. Tout le monde va pouvoir l'utiliser, les enfants tout seuls? Tout à fait. Alors, on veut bien parler des enfants aussi, parce que nous avons mis en place ce qu'on appelle un grand renvoi coudé, quelque chose qui mesure 80 cm et qui permet, depuis un oculaire qui est relativement haut finalement, lorsque l'on pointe vers le soleil, d'avoir un grand renvoi coudé, un espèce de grand miroir tout en longueur, et qui permet à des petits, mais aussi aux personnes handicapées, c'est la Cité de l'Espace, le label Tourisme Handicap, de regarder cela. Alors c'est un matériel, oui, quasi professionnel. On est à la limite de l'amateur et du professionnel, effectivement, sur ce type d'équipement. Alors à la Cité de l'Espace, on colle à l'actu spatial, puisqu'il y a 2 expos, notamment l'une sur Curiosity, le rover qui est sur Mars, et l'autre sur Rosetta, ou plus précisément Philae, qui va bientôt atterrir sur la comète Churyumov-Gerasimenko, j'ai réussi à le dire. C'était important, ça aussi, de relayer à travers ces expositions cette actualité spatiale.
spatial. Oui, c'est complètement de l'émission de la Cité de l'Espace, Ouais. de parler de l'actualité du spatial, qui sont des activités totalement étonnantes. Vous avez parlé de Curiosity, c'est ce rover qui est arrivé en août 2012, le 6 août 2012. C'est ça fera bientôt 2 ans. Tout à fait, donc ça fera bientôt 1 an martien. Le 27 juin, ça fera 1 an martien. À peu de choses près, Mars tourne en 2 ans terrestres, pour faire simple. Et donc, ce rover nous informe sur la composition de Mars, notamment l'an dernier, la NASA, à partir d'éléments de caméras chimiques portés par le CNES avec l'IRAP OMP sur Toulouse, ont pu décréter qu'il y avait eu les conditions d'habitabilité. Oui, peut-être que la vie a pu naître. Est-elle née? On n'en sait rien aujourd'hui, mais elle avait les conditions pour naître en tout cas. Donc la mission de la Cité de l'Espace, c'est de relayer ça au grand public aussi. Bien sûr, bien sûr. Et donc sur la partie Rosetta, c'est une autre mission tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'une comète qui va se mettre, une sonde qui va se mettre à 800 millions de kilomètres d'ici, en gros 6 fois la distance de la Terre au Soleil, à 60 000 km/h, va se rapprocher d'une comète et va en novembre, donc la cartographie en août, etc. Et en novembre, pour déposer analyser un petit robot. Les composants du noyau. Exactement. Ouais. Et on ne sait pas ce que c'est qu'une comète vraiment aujourd'hui. Ouais. On pense que c'est un corps de neige sale, on dit ça un petit peu comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous dit aussi de l'apparition de la vie? On pense que les comètes, qui sont des corps primordiaux du système solaire, sont peut-être des éléments qui ont contribué. Et donc c'est dans la mission de la Cité de l'Espace de s'adresser au plus large public possible pour lui parler de cette aventure humaine finalement, l'arrivée de la vie sur Terre, la compréhension de notre univers, voilà, c'est tous ces éléments-là. Alors la Cité de l'Espace, c'est 300 000 visiteurs par an. Il s'agit du deuxième site payant, visité en Midi-Pyrénées après le gouffre de Padirac. On le rappelle, elle a été ouverte à l'initiative de Dominique Baudis en 97. Vous fêterez dans 3 ans vos 20 ans. Est-ce que vous êtes confronté aujourd'hui au même problème, j'allais dire, que les parcs à thème en France, c'est-à-dire on fait venir les gens, mais le souci c'est de les faire revenir? Alors, notre premier souci, c'est de les faire venir quand même. Parce que, pourquoi je dis ça, c'est que souvent, la science peut faire un peu peur, surtout le spatial, c'est de l'astrophysique, ça peut paraître froid. Ça peut paraître pointu. Pointu et froid, etc. Vous avez raison. Et donc, notre première mission, c'est de s'adresser à la curiosité des gens pour leur dire, mais attendez, chacun d'entre nous, on porte une part de curiosité. Curiosité bien sûr vers la science, vers la technologie, mais aussi vers le patrimoine, vers l'aventure de l'humanité. Enfin, toute une génération dont je fais partie était très marquée, par exemple, par les premiers pas d'hommes sur la Lune. La génération d'après, c'était l'aventure des navettes, etc. La génération d'aujourd'hui, ça va être Curiosity, par exemple, ou peut-être cette fameuse sonde qui va se poser. Donc cette part de curiosité, c'est aussi de la beauté. Simplement, c'est de la métaphysique aussi. Donc on va chercher chez chacun des membres du public, des gens qu'on veut toucher, cette dimension de curiosité. La première chose, c'est de venir nous voir. Et en général, quand les gens viennent nous voir, ils ont plutôt envie de revenir. Parce que la cité correspond, je crois, plutôt bien à ce qu'ils peuvent en attendre. Est-ce que la Cité de l'Espace est à la hauteur et pourrait être comparée aux grands sites américains qu'on connaît à Houston, par exemple? Oui. Alors la Cité de l'Espace, c'est le site le plus important en Europe pour parler au grand public d'espace et d'astronomie. De loin, c'est vraiment le leader. Nous sommes en partenariat bien sûr avec le CNES, qui est un des membres fondateurs de la Cité de l'Espace, avec Astrium, Airbus Defence and Space maintenant et Météo France, avec la ville, vous l'avez rappelé, la région. Et avec l'ESA, donc ensuite, auprès de nous, avec la NASA, nous avons une pierre de lune, par exemple, déposée par la NASA chez nous. Et effectivement, les sites dont nous nous sentons le plus proches en termes de contenu, de taille, de mission, de rayonnement, ce sont effectivement les sites, par exemple, du Kennedy Space Center en Floride ou de Houston, le Johnson Space Center à Houston, avec lequel d'ailleurs actuellement nous sommes en train de développer un partenariat. Mais j'espère revenir sur le plateau de TLT vers l'automne pour vous en parler un peu plus. On espère évidemment vous accueillir à ce moment-là. Peut-être un dernier mot sur le profil type des personnes qui viennent. On a tendance à penser que ce sont que des familles qui viennent à la Cité de l'Espace, mais il y a un aspect business que vous développez aussi. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a les familles, on va dire 80% du public, c'est en gros les familles. Et puis on a en gros 20% du public. Alors, nous avons aussi les scolaires, 50 000 scolaires sur 300 000. Donc c'est une fréquentation significative que nous avons à la Cité d'Espace. Et nous avons en gros 30 à 40 000 personnes qui viennent dans un cadre d'événementiel d'entreprise, arbre de Noël, séminaires, soirées débats, anniversaires d'entreprise et autres. Et c'est une façon différente effectivement de découvrir également la Cité d'Espace et ensuite de revenir en famille. Et à la Cité de l'Espace, il y a aussi des films, il y a aussi des conférences, des animations diverses et variées. Merci d'être venu nous en parler, Jean-Baptiste Desbois, directeur de la Cité de l'Espace. On ouvre une page sport. Ce week-end, il y avait du foot, du rugby et du hand. Le Toulouse Phoenix Handball s'est imposé à Saint-Raphaël. De même pour le Toulouse Olympique 13, c'est du rugby qui se qualifie pour la finale du championnat de France. Ce sera face à Lézignan. Enfin, le TFC s'est incliné à Montpellier. Résumé de toutes ces rencontres avec Pierre Vellucci.
Le TFC a enchaîné ce week-end un 6e match sans victoire, défait à Montpellier 2-1. Les Toulousains ont à nouveau manqué cruellement d'efficacité devant le but. Une nouvelle défaite et des regrets qui s'expliquent par 2 statistiques. Les joueurs d'Alain Casanova ont touché 14 fois les montants et concédé 10 pénaltys cette saison, ce qui les place en tête de Ligue 1 sur ce point. Le TFC reste 9e au classement à 3 journées de la fin. En rugby à 13, le Toulouse Olympique est en course pour un doublé historique. Vainqueurs 30-14 face à Villeneuve, les Toulousains rencontreront Lézignan pour une finale inédite. Après leur victoire en Coupe de France, les 13istes auront l'occasion d'aller chercher un 5e titre de champion de France. La finale est prévue le 10 mai prochain au stade Gilbert Brutus de Perpignan. Vendredi soir, le Phoenix l'a de son côté emporté face à Saint-Raphaël 29-28. Saint-Raphaël qui va d'ailleurs accueillir dès l'année prochaine l'actuel entraîneur de Toulouse, Joël Da Silva. Après 4 saisons passées à la tête du Phoenix, l'entraîneur toulousain n'a pas prolongé son contrat et s'est donc engagé avec Saint-Raphaël. Actuellement 5e, le Phoenix réussit pourtant sa meilleure saison depuis que Joël Da Silva a pris les rênes de l'équipe en 2010. Et on termine avec l'Uznac. Le futur pensionnaire de Ligue 2 a fait match nul ce week-end face au Gazélec Ajaccio, mais conserve toujours 3 points d'avance au classement. Seul petit bémol, les Luznaciens n'ont toujours pas de stade en vue de la saison prochaine. Jouer au stadium n'est pas envisageable car trop cher à la location. Il reste maintenant l'option Ernest Vallon pour que les hommes de Christophe Pellissier ne soient pas contraints de refuser la montée, faute de terrain homologué pour les accueillir. Yuri Buenaventura et Oscar De Leon, ce sont les têtes d'affiche de l'édition 2014 de Rio Loco qui se tiendra comme chaque année à la Prairie des Filtres. Ce sera du 11 au 15 juin prochain. 2e tome de l'édition Caraïbes, vue cette fois du continent. Les détails avec Marie Larpent. Les Caraïbes côté terre, c'est toute la façade atlantique de la Guyane à la Floride qui réunit de nombreux petits États rarement mis sous le feu des projecteurs. Un travail de fourmi pour les programmateurs de Rio Loco à la recherche des perles de cette édition. Ça fait 1 an et demi en fait qu'on travaille dessus via tout le réseau professionnel. Nous, on a essayé de faire des recherches et une programmation qui aborde toute cette partie-là du monde inconnu. On aura donc par exemple du Belize-Honduras. En fait, sur la partie Belize-Honduras-Guatemala, il y a une tradition Garifuna. C'est un peuple donc de cette région-là qui a une musique propre, qui est très très peu connue. Et il y a comme ça beaucoup d'exemples. On a un artiste par exemple du Nicaragua qui s'appelle Alfonso Lobo, qui est totalement méconnu, avec un projet très intéressant, puisqu'en plus ils ont joué à l'époque de Santana et même influencé fortement Santana dans ce rock un peu latino. Parmi les têtes d'affiche, le Vénézuélien Oscar De Leon, sur scène dès le premier soir, ou encore Yuri Buenaventura, beaucoup plus médiatisé en Europe. Rio Loco, ce n'est pas seulement de la musique, le festival poursuit son association avec le Musée des Abattoirs pour un second volet de Sound System. Le Sound System, c'est une sono qui est amplifiée, qu'on peut déplacer un peu à droite à gauche, voilà, et qui se constitue généralement de 3 stacks d'enceintes, c'est-à-dire 3 murs d'enceintes qui sont répartis dans un espace. Et en fait, c'est pas tant le DJ qui est mis en avant, mais c'est vraiment cette immersion dans la musique, dans les basses, qui caractérise un petit peu cette culture. Rio Loco 2014, ce sont 3 à 4 concerts par soir, des spectacles jeunes publics, des jeux, des expositions, du cinéma, de la danse et même de la gastronomie. Autant de façons de découvrir les Caraïbes continentales du 11 au 15 juin prochain. Voilà, et puis en prévision, en partenariat même avec la Cité de l'Espace. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci Jean-Baptiste Desbois de m'avoir accompagné. Je vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour votre JT. Excellente soirée sur TLT.